Faut-il? Je suis sûr. Vous êtes vraiment horrible comme type, vous. Ouais, méprisable. Marie. Quoi êtes-vous la plus attachée? À Robert Antenne ou à votre douleur? La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue. Vous ne croyez pas? Il se trouve que nous avons un léger problème de nudiste révolutionnaire. Vous êtes chef opérateur, est-ce que vous pouvez expliquer votre profession de mieux que moi? Donc, chef opérateur, c'est le responsable de l'image du film. Principalement, c'est donc de cadrer la caméra, de s'occuper des lumières de la caméra, avec une équipe image, avec des électros, des machinaux, des assistants. Et disons que c'est d'être responsable de l'image du film dans son ensemble. Et donc, suivant les réalisateurs, suivant ce qu'ils attendent de nous, sur le type de film, le travail change un peu, mais grosso modo, c'est d'être responsable de l'image du film. Ok. Vous en êtes arrivé comment à cette profession, votre parcours? J'ai fait l'école de lumière après il y a bien longtemps. Et voilà, pour les études. L'école de lumière, c'est une des écoles publiques en France qui forme au métier de chef opérateur et aussi ingénieur du son, photographe, mais moi j'ai fait image. Ok. J'ai vu en m'enseignant que vous avez fait votre premier film une dizaine d'années, enfin un peu moins de 10 ans après être sorti Louis Lumière. Après, on va enchaîner quelques courts-métrages voilà, c'est sur ça. ce projet. Alors, après Louis Lumière, j'ai fait beaucoup de reportages qui m'ont amené à faire du documentaire, des choses documentaires. J'ai fait pas mal de films de musique aussi, qui m'ont amené à faire aussi la lumière sur des captations de concerts, des opéras, tout ça. Et puis j'ai fait beaucoup de courts-métrages. Et petit à petit, m'ont amené à faire des choses plus longues, des longs métrages. Et effectivement, j'ai dû faire le premier long métrage une dizaine d'années après le Lumière, je pense. Et c'est vous qui avez postulé pour ce premier court-métrage ou on vous a appelé, on vous a... C'est un métier qui fonctionne beaucoup par réseau, je sais pas comment dire, donc c'est pas formel comme façon de faire. On ne postule pas vraiment, mais disons qu'on sait qu'on est intéressé, on travaille avec des gens avec qui on a continué envie de travailler, enfin, des choses comme ça, où on se fait recommander par d'autres personnes, et puis après on rencontre des gens, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on est embauché, des fois on est embauché, enfin il y a tout un truc comme ça, mais c'est pas vraiment qu'on postule, c'est plus que voilà, on est appelé pour rencontrer des réalisateurs, et puis suivant les rencontres, suivant les opportunités, suivant les choses se font ou pas. Vous avez déjà rencontré des problèmes lors de tournage, mais des problèmes dont vous vous en souvenez. Des problèmes qui ont vraiment gâché. Non, jamais de problème. Jamais de gros trucs. Si, évidemment, oui, bien sûr, il y a des problèmes tout le temps. C'est comme dans la vie, hein, je veux dire, il y a des problèmes tout le temps. Dans le tournage, évidemment, il n'y a que des problèmes. On ne gère que des problèmes, il y a toujours plein de soucis, plein de choses qui ne fonctionnent pas. Et après, tout l'art, c'est évidemment de prendre en compte ces problèmes, de les gérer, d'en faire des qualités, de les assumer, d'en faire des je sais pas quoi, enfin, voilà, ou alors de trouver d'autres solutions, tout ça, mais rien ne fait que, enfin, c'est constant de gérer les problèmes, de gérer des. Mais est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment marqué? Genre, il y en a plein, mais alors après c'est difficile parce que il y en a pas, là je pense à rien particulièrement, mais forcément parler de problèmes, c'est parler de difficultés, donc non, je peux pas là, mais il faudrait me redire. Après les problèmes, c'est plus des questions qui se posent, c'est plus tout d'un coup, je sais pas, un décor au dernier moment qu'on peut pas avoir, ou quelque chose où tout d'un coup on sait que le matin la lumière elle est très belle, et puis on est obligé de tourner l'après-midi, ou je sais pas quoi, tout d'un coup on se dit tiens on commence une séquence au soleil, il y a tout le soleil, puis d'un coup boum, il n'y a plus de soleil, voilà, donc c'est une espèce de problème comme ça, où je sais pas, après il y a bien sûr des problèmes de personnes, des problèmes
Mais des problèmes, je sais pas comment dire, enfin oui, après il faut aussi trouver des solutions, mais il y a toujours un peu des solutions. Après, c'est souvent des solutions qui impliquent la mise en scène, donc c'est des choses après qui viennent en discutant avec les uns les autres, et la production, de quel choix on fait tous le même film, donc on essaie de gérer les choses ensemble, mais il n'y a rien qui me vient là mais oui, il y en a plein. Moi, je peux avoir une sorte d'exemple, c'est pour par exemple Le Secret de la Chambre Noire. Ouais. Vous avez travaillé avec un réalisateur japonais, Ouais. donc il n'y a pas eu de problème de langage, de compréhension, du moins au début du tournage, etc. Non, mais alors des problèmes ça c'est un des, mais encore une fois c'est comme dans la vie, je veux dire, des problèmes de communication, de savoir de se comprendre, de bien se comprendre, de bien se dire les choses. Ça c'est un problème, c'est pas un problème, c'est une question constante, parce que d'autant plus l'image où chacun a en tête des façons de voir les choses, de vocabulaire qu'on met sur des choses qui sont différentes. Je veux dire, pour vous, une image contrastée, ça sera peut-être quelque chose de différent pour moi. Donc tout d'un coup, si vous me demandez une image contrastée, est-ce que je vais faire quelque chose qui vous convient? Oui. Ou alors qu'est-ce que ça veut dire? Contrasté, ça peut être contrasté de plein de façons différentes. Et même sur les couleurs, je me souviens vraiment de réalisateurs avec qui j'avais quel type de rouge c'est, quoi, ça par exemple. Voilà, on dit ok, c'est rouge, d'accord, mais c'est quoi? C'est un rouge sombre, c'est un rouge clair, c'est un rouge je sais pas quoi. Enfin, voilà, donc tous ces problèmes de communication, de parler de l'image, c'est vraiment voilà, enfin, tout ce vocabulaire qui est très pollué par les trucs en français où on dit lumière chaude, lumière froide, des trucs comme ça, quoi, qui sont pas forcément, je veux dire, une lumière chaude elle n'est pas forcément chaleureuse, une lumière froide elle est pas forcément, enfin je veux dire, on peut se poser ces questions-là, quoi. Donc il y a tous ces trucs-là, donc ça c'est un vrai problème, précisément sur le film de Kurosawa avec une traductrice, donc et alors c'était une autre façon de travailler, mais je ne crois pas qu'il y ait des problèmes vraiment la difficulté, c'est pas le fait de travailler avec une traductrice, ou quand on travaille en général avec des réalisateurs étrangers, la difficulté c'est souvent d'avoir accès à un sous-texte, c'est-à-dire que la traduction en elle-même ne suffit pas. Si on dit quelque chose, des fois, je ne sais pas si on dit est-ce que ça vous convient de ça, si on dit oui, ou si on dit oui, ou si on dit c'est pas pareil. Voilà. Y a pas du coup, des fois ça demandait de repréciser les choses, de dire mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est oui, mais ça pourrait être mieux, est-ce que voilà, des choses comme ça, quoi. Mais c'est du travail, je veux dire, c'est vrai aussi par avec des rédacteurs français, avec comme ça, on dit s'il te plaît, il dit oui, et tu dis oui, mais c'est non, ou c'est oui, c'est. Enfin voilà, je veux dire, le travail de communication, c'est. Comme dans tous les travails humains, des trucs comme ce qu'on est en train de faire là. Ouais. C'est pas évident, quoi. Voilà. Mais avec Kurosawa, non, c'était. Il est très clair, il sait très bien ce qu'il voit, ce qu'il veut et tout ça. Ça c'est un peu une caractéristique du cinéma asiatique aussi, où tout est bien cadré. Peut-être, mais c'est pas forcément que tout est bien. En tout cas, c'est quand je verrouillé. Voilà, les choses sont pas verrouillées non plus, hein, mais après, puis chaque réalisateur, je pense, a vraiment sa façon de faire. Donc... Je me doute. Pour rester dans cette catégorie problème, vous avez commencé à devenir chef opérateur dans les années 90, et vous êtes encore maintenant. Vous êtes passé de la pellicule au numérique. Et est-ce que ça a été un choc, parce que tout ce qu'on vous a enseigné à l'époque, c'était sur la pellicule, et passer au numérique, est-ce que vous avez demandé c'est même un peu pire que ça, parce que moi je fais vraiment partie je suis né en 72, et je fais vraiment partie de cette génération que moi je trouve une génération assez transitoire, si vous voulez. J'ai 10 ans de moins que Bill Gates, et j'ai 10 ans de plus que Zuckerberg. Donc je n'ai pas vraiment commencé enfin je suis vraiment arrivé à ce moment transitoire, si vous voulez. Et c'est vrai pour plein de façons, mais moi je pense que c'est assez vrai pour plein de raisons, politiquement aussi. Pareil, moi je suis né avec le côté gauche-droite, vous voyez, l'URSS, le mur de Berlin, mais sans avoir grandi avec ça. Moi, ça s'est écroulé quand j'avais 18 ans, si vous voulez. Donc c'est vraiment une période comme ça transitoire qui, à mon avis, est vraie dans plein de domaines. Et dans le cinéma, c'est très vrai. C'est-à-dire que moi, à la Lumière, on m'a parlé à peine de la vidéo, un petit peu, mais vraiment très peu. Et donc j'ai été formé à la pellicule, mais j'ai fait des courts-métrages en Super 16 et tout ça, mais j'ai fait un long-métrage en pellicule avec un tirage optique. Il y a une difficulté, le gros changement, ça a surtout été en post-production le fait d'avoir un tirage optique ou un tirage numérique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on filme en
pellicule Ouais. ou en numérique. Oui, ça, oui. c'est encore vrai aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, j'ai fait aussi plusieurs longs métrages, en film aussi. Mais la grosse difficulté, c'est de savoir si le film il est projeté. C'est-à-dire que soit il est tiré optiquement, c'est-à-dire que c'est juste par contact avec très peu de possibilités d'étalonnage, soit il est tiré numériquement, et à ce moment-là, il y a une énorme possibilité d'étalonnage. Ouais. D'accord ? Et du coup, c'est pas du tout la même façon de travailler. Voilà. Et c'est ça, ça a été ça l'énorme changement. Et puis donc le fait que les caméras numériques, avant d'avoir une vraie caméra numérique qui puisse être vraiment de la qualité du film, il a fallu attendre vraiment pas mal de temps. Okay. Avec les RED, les Alexa, tout ça, je sais pas comment c'est arrivé. Mais... Donc du coup, effectivement, moi, tous mes premiers films, qui du coup n'étaient pas non plus des films avec beaucoup d'argent et tout ça, étaient faits soit avec des caméras, des premières caméras numériques, soit avec un étalonnage, mais avec un étalonnage numérique, mais qui n'a pas du tout la puissance d'aujourd'hui, soit avec un étirage optique, mais c'était la fin des tirages optiques, donc il y avait plein de problèmes. Donc effectivement, c'était une espèce de moment comme ça transitoire, mais qui était intéressant aussi, parce que les choses bougeaient tout le temps, changeaient tout le temps, et puis après, on était formés, je veux dire, le problème technique, c'est pas les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est les problèmes de goût, c'est les problèmes de qu'est-ce qui est beau. Ouais. Vous me parlez d'étalonnage, donc il y a l'étalonnage qui se fait sur le plateau, sur le tournage, avec les différentes lumières, etc. Ouais. Mais il y a l'étalonnage aussi en post-production. Alors, parce que sur le plateau, c'est pas de l'étalonnage. Oui. Sur ce qu'on appelle vraiment l'étalonnage, c'est à la fin du tournage, à la fin du montage, pardon, une fois que le montage est fini, le film est fini, on reprend chaque plan du film et on gère les couleurs et les contrastes de l'image. Et là, on peut faire un masque sur le visage pour qu'il soit plus clair, on peut tout assombrir, voilà, on peut prendre une couleur et modifier la teinte de la couleur. Donc ça, c'est un énorme travail qui est très important. Que vous gérez aussi en tant Alors que je supervise, mais qu'on travaille avec un étalonneur, oui. qui est vraiment quelqu'un qui est très important aujourd'hui pour donner un look au film. Et avec qui on travaille même en amont, on travaille en préparation pour se mettre d'accord avec le réalisateur, avec cet étalonneur, pour décider ensemble de à quoi va ressembler le look du film. Okay. Et ça va évidemment influencer sur notre façon d'éclairer, notre façon de travailler ensuite sur le tournage, où le tournage là c'est pas de l'étalonnage, puisque c'est plus avec des lumières, avec la place de la caméra, les choix des optiques et tout ça. Ok. Après, quand on regarde votre filmographie, on se rend compte que la plus grande majorité des films que vous faites, c'est plus de la comédie dramatique ou du drame. Et quand je regardais, il y a différents films qui ressortent, comme Le Secret de la Chambre Noire qui part sur un drame mais plus fantastique, ou La Douleur qui est un film d'époque. On se rend compte que, en plus ces dernières années, donc vous vous rapprochez un peu plus du cinéma de genre. Est-ce que vous allez continuer vers cette voie-là, ou est-ce que vous allez, ce sera des petits projets de temps en temps Alors, parce que j'ai quand même fait des comédies, hein, j'ai quand même fait La Lutte des classes de Michel Leclerc, que j'ai vu, oui. La Photo de famille de Sissi Arbo, ou d'autres films des films qui sont avec des moments drôles, avec des choses, tout ça, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, moi je trouve que le plaisir du cinéma, c'est aussi explorer des choses différentes, d'essayer de faire des choses qu'on n'a pas fait, de voir des choses qu'on n'a jamais vues, voilà. Et je trouve que tant qu'on peut essayer de faire des choses différentes, c'est formidable, quoi. Voilà. Donc du coup, et chaque réalisateur nous emmène dans des univers différents. Ils ont chacun justement des univers très forts dans lesquels on rentre, dans lesquels on essaye de participer, quoi, en allant dans leur direction. Et après, moi j'aime beaucoup justement changer, essayer de faire des choses très différentes. Et donc du coup, oui, moi j'aime beaucoup les films de genre, j'aime beaucoup ça, je trouve ça absolument formidable. Mais après, moi j'avoue que c'est vraiment plus par réalisateur, par projet, des choses comme ça, quoi. Puis après, il y a entre ce qu'on me propose, ce que j'ai envie de faire, tout ça. Votre envie du évidemment, moment. on propose,
on propose aussi des choses qu'on a déjà plus ou moins faites, quoi. Mais c'est pas si vrai que ça non plus, on propose des choses différentes, donc c'est super. Non, c'est pas vrai. Puis après, du coup, j'essaie de faire les choses. Voilà, donc je sais. En tout cas, je me projette pas comme ça en me disant je vais essayer de maintenant faire des films de je sais pas quoi, ou des films de comédie, ou des trucs comme ça. C'est plus. J'ai telle opportunité, j'ai telle chose, tout ça. J'essaie de faire les choses différentes, voilà. C'est ça plutôt que j'essaie de me dire. Okay. De ne pas me cantonner dans une chose. Okay. Voilà. Donc vous venez de parler de la lutte des classes justement, ouais. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant à évoquer avec un chef opérateur, c'est à la fin il y a l'école qui s'effondre, ouais. Donc il y a des effets spéciaux. Ouais. Est-ce que ça rajoute une contrainte supplémentaire? Est-ce que c'est difficile à gérer en tant que chef opérateur? Enfin, qu'est-ce que ça demande? Oui, alors c'est pas une contrainte, c'est formidable, c'est marrant, c'est plutôt chouette à faire ces choses-là, mais c'est une intention en tout cas particulière, parce que c'est des choses qui évidemment qui coûtent cher, qui se préparent. Pour que ça soit réussi, il faut effectivement bien faire les choses, quoi. Enfin, voilà. Et donc on travaille avec des superviseurs VFX, avec qui on prépare ces séquences-là. Et c'est toujours assez intéressant parce que alors, on doit souvent pas mal anticiper la façon dont on filme. Mm-hmm. Donc ça, suivant les films, c'est pas forcément évident, parce qu'il y a certains films qui, justement, on essaye d'être très réactif à ce qui se passe. Donc ça, plus des VFX, des fois, c'est pas simple. Mm-hmm. C'est pas ça. On essaie d'anticiper les possibilités, disons, les contraintes. Voilà. Et c'est surtout ça, c'est que du coup, il y a des contraintes de budget, il y a des contraintes de faisabilité, il y a des contraintes de faisabilité. Les VFX, ils peuvent à peu près tout faire, mais ça coûte plus ou moins cher, je crois que ça coûte très cher. Donc, non, c'est toujours des moments qui sont marrants, quoi. C'est plutôt chouette à faire. Mais effectivement, ça rajoute. Oui, c'est une des choses auxquelles on accompagne le réalisateur aussi par rapport à ça. Et donc ça veut dire que les superviseurs des effets spéciaux sont également sur le lieu de tournage pour gérer la lumière, etc. Pour en fait, ils donner des directives. Souvent au moment des grosses séquences comme ça avec des VFX, ils viennent pour voir les petits détails, les choses, parce qu'on s'est mis d'accord sur les grandes lignes où on mettait les fonds verts, on met des fonds verts de façon des fois à pouvoir effacer ce qui est devant. Mm-hmm. Donc, où on met les fonds verts, on s'est mis d'accord sur les grandes lignes, il y a toujours des petits détails, des petites choses, des petits trucs, est-ce que ça va quand même comme ça, regardez le verre, il y a une tache de soleil, est-ce que ça va, des choses comme ça. Donc ils viennent quand même pour voir s'il n'y a pas des soucis, et donc après voilà, mais c'est pas pour super ça, eux ils viennent justement pour accompagner ce moment-là et pour faire que ça puisse se faire comme on s'était dit, quoi. Pour que ça paraisse plus réaliste. Après réaliste pareil, ça dépend des VFX, je veux dire, mais en tout cas que ça soit dans la lignée, qu'il ne soit pas piégé, parce que si on tourne mal certaines choses, ça peut devenir très très compliqué au VFX. Ça peut coûter 4 fois plus cher ou 10 fois plus cher. Donc c'est ça où on vient pour faire attention à tout ça. Okay. Alors moi j'ai une petite frustration quand je vois des interviews sur internet, c'est qu'il y a des questions que j'aimerais bien poser à des gens qui travaillent dans le cinéma, mais qui ne sont pas posées parce qu'on préfère s'attarder sur un film en particulier, sur une carrière en particulier, mais moi j'aime bien m'intéresser au goût de la personne. Donc je vais vous poser plusieurs questions par rapport à vos goûts, mais c'est ça des questions pour se comprendre en fait, pas pour critiquer ou dire ouais, certaines personnes aiment ça. Donc c'est par exemple juste une question banale, c'est quoi votre film préféré et pourquoi c'est ça? Au moins des films qui vous ont le plus marqué en tout cas. Le truc c'est que c'est pas une... Non parce que quand on a vu beaucoup, c'est vrai que c'est compliqué à choisir. Non, c'est compliqué parce que c'est pas... à la fois, on aime bien faire des listes et faire des trucs, les films qu'on adore, les trucs, tout ça. Bon. Mais à la fois, j'ai pas un film préféré qui résumerait ce que j'aime. Voilà, ça c'est sûr que non. Et encore une fois, ce qui est formidable au cinéma, c'est toute la diversité des cinéastes et des histoires et des choses comme ça, quoi. Donc, ou alors j'aime des choses très 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 différentes. Je pense qu'évidemment, comme pas mal de gens, j'ai été assez marqué par les films que j'ai vus quand tout d'un coup on découvre le cinéma, quand tout d'un coup voilà, on a 17-18 ans, ou plus jeune, ou plus tard, je sais pas, et tout d'un coup on voit des films d'auteur, des trucs où on se dit waouh,
Et donc moi, c'était Nanni Moretti, Ottavio Cellini, Robert Kramer. Kramer, je connais. Mais voilà, ça c'était les moments où je me suis dit, bon ok, d'accord, voilà, ça je trouve ça merveilleux. Mais après, j'ai des choses très, très variées. C'est difficile, hein. Je ne veux pas me défiler. Hein. Je comprends. Comme ça, mais c'est dur. Après, pourquoi? Et puis alors, pourquoi? Si je dis un film, pourquoi? En tout cas, je peux dire que c'est pas. Comment dire? Je trouve que l'image participe à ce que j'aime, mais je n'aime pas le film pour l'image. Oui. Par exemple, un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle À bout de course de Sidney Lumet. Oui, j'ai vu. Qui est absolument dément et qui l'image est tout à fait sans intérêt particulier. Je veux dire, c'est très bien, hein, mais c'est pas. C'est plus l'histoire et les dialogues. C'est plus, non, l'histoire et les dialogues, c'est plus le film, quoi. C'est plus ce qui est bien, c'est plus ce qui se passe, c'est plus ce qui est dit, c'est plus ce qui est montré, c'est plus tout ça, quoi. Et c'est pas, voilà. Ça me peut traverser la tête, mais c'est vraiment. Là, en parlant d'image, est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous êtes dit, même en tant que chef opérateur, où vous avez vu un film au cinéma ou sur votre télé en disant mon Dieu, ce film est magnifique dans tous les sens du terme et cette image-là m'inspire. Tout le temps, plein de fois, oui. Mais je veux dire, le chef opérateur, par exemple, qui vous donne à chaque fois des images, qui vous donne des claques, vous en avez peut-être un nom ou peut-être un exemple de film qui peut résumer. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Par exemple, le chef opérateur de Denis Villeneuve, j'ai plus son nom. Roger Deakins. Oui, Roger Deakins, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans la profession. Absolument. Mais alors ça, c'est justement, c'est aussi parce que c'est un réalisateur, un chef opérateur qui a un style d'image assez à lui. Et donc il y a comme ça des grands chefs opérateurs qui ont comme ça des images à eux et qui se voient un peu quel que soit le réalisateur avec qui ils travaillent. Et je trouve très admiratif de ça. Et effectivement, lui, c'est dément ce qu'il fait. Je sais à chaque fois, effectivement, comment ça s'appelle là, moi, c'est Premier Contact qui m'a... Mais il me semble pas que c'est lui en plus dans Premier Contact. C'est Blade Runner 2049. Blade Runner, par exemple, plastiquement, c'est vrai que c'est dément. Enfin, il y a plein de films, les films des frères Cohen, c'est absolument magnifique. Non, c'est très inspirant. Après, moi j'avoue que je n'ai pas un style à moi, je ne cherche pas à avoir un style à moi, je n'ai pas un style à moi. Après, je pense qu'au fur et à mesure des choses, je vois bien qu'il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins, et des choses comme ça, mais j'essaye de faire des choses très différentes et ça me plaît d'essayer de m'éloigner de moi-même, si vous voulez. Donc, voilà, donc il y a des chefs opérateurs que j'aime beaucoup, mais aussi parce qu'ils ont justement qui sont très éclectiques, mais aussi j'aime beaucoup des chefs opérateurs qui font vraiment ce style-là et tout ça. Alors un des derniers films que j'ai vu où l'image m'a vraiment marqué. Je peux vous parler d'un film que j'ai vu récemment, d'un jeune Jonathan Ribourg, qui s'appelle L'Angle Mort. Le film L'Angle Mort, ouais, et l'image est absolument magnifique. C'est un film qui est sorti cette année? Ouais, qui est sorti là il y a 2-3 mois. Et voilà. Comme ça, si vous pouvez le voir, il faut le voir. Oui, non, mais... Et à l'image, c'est vraiment magnifique. Je fais en sorte de voir le plus de films qui sortent au cinéma chaque semaine, mais L'Angle Mort, c'est ça, c'est que... Une énorme... Il n'a pas été beaucoup vu là, mais vous l'avez vu, à l'image, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ça, voilà, c'est un des derniers films, en plus, avec elle. Mais bon, il y en a plein, effectivement. Alors là, je réfléchis. Parce que justement, j'avais posé une question par rapport à cette année cinématographique. Est-ce qu'il y a un film qui ressort pour vous de cette année 2019 Le dernier film que j'ai vu qui m'a vraiment trouvé dingue, c'est Martin Eden, du réalisateur italien. C'est ce genre de film dans le Nord, c'est très compliqué. Ah bah peut-être. Non, je sais. Vraiment le film incroyable. Ça c'est... Après, il y a eu certainement d'autres films avant, mais avant l'été et tout ça, je ne me souviens pas. Mais là, en tout cas, celle que j'ai vue récemment, Martin Eden, c'est vraiment incroyable. Ok. Ouais. L'image est chouette, sans être... Enfin, elle est très juste, très bien, très... sans être particulièrement, je trouve, spectaculaire, disons. Mais ce que ça raconte, ce que c'est... l'ampleur du film, l'émotion que ça procure, les réflexions que ça procure, c'est vraiment... Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas votre
patte à vous. Oui, oui. J'ai l'impression que les... Oui, enfin, mais j'essaie de faire des films différents. Oui. En rattrapant votre filmographie pour l'interview, moi, c'est sur, on va dire, sur 6 films, dans 4, j'ai trouvé que vous jouez beaucoup avec la couleur jaune, justement, les éclairages jaunes, etc. J'ai trouvé que même dans la lutte, j'ai vu dans la lutte des classes, dans la photo de famille, etc. J'ai trouvé, même dans Perdrix, quand je regarde la bande-annonce, je vois qu'il y a beaucoup de rapports au jaune, le soleil, etc. Et surtout les éclairages un peu lampes qu'on peut trouver, genre une lampe Ikea, etc. Dans le décor, je trouvais que vous jouez beaucoup avec cette couleur jaune. C'est marrant, ok. C'est peut-être involontaire. Volonté, non, alors, mais pas un goût particulier pour puis alors, on a jaune, c'est peut-être un peu chaud, c'est chaud quoi, parce que couleur. Comme ça, c'est plus chaud comme une lampe, effectivement. Peut-être, bah voilà. Mais j'en sais rien, c'est pas du tout une volonté, et j'ai pas. Après, c'est ça, c'est que moi je pense que forcément on a des goûts, forcément on a des. Je ne le dis pas, et j'aime bien ça. Et forcément on a des goûts, je sais très bien, il y a des choses que j'aime bien, que j'aime pas, il y a des choses que. Voilà, mais justement, je trouve que. Il peut y avoir un goût qui se révèle sans. En tout cas, moi je cherche pas à. Mettre en valeur, ça ne m'intéresse pas forcément. Exprimer un style. Voilà, mais enfin, parce que je sais pas, oui, non, mais c'est compréhensible. Moi, encore une fois, je suis assez admiratif de certains chefs opérateurs qui ont une patte très marquée et qui reconnaissent leur truc, tout ça, c'est aussi intéressant. Quoi. Mais moi, j'aime bien faire des choses très différentes et essayer de. Même si je sais qu'à un moment, je fais quand même des choses un peu. Oui, effectivement, il y a des choses qui reviennent, oui, pas s'en empêcher. Après, c'est les goûts, bien sûr. Oui, non, mais après, c'est vrai que pour un chef opérateur, c'est plus compliqué de mettre une patte propre dans un film, étant donné que, par exemple, un réalisateur va être fan de plans séquences, etc. Même dans les décors, dans les thèmes, un réalisateur peut exprimer une patte très facilement, comme des comédiens, etc. Mais c'est vrai que chef opérateur, même si il y a beaucoup de gestion, etc., c'est vrai que c'est un métier qui ne demande pas non plus beaucoup de possibilités de montrer quelque chose. Oui, après, c'est des... non, moi, je ne sais pas si vrai que ça, parce que... comment dire ? Moi, je pense que les réalisateurs, ils ont toujours ils ont des choses où ils s'expriment eux, ils ont certains outils avec lesquels ils s'expriment. D'accord ? Que ce soit... Et d'autres choses sur lesquelles ça les intéresse, mais disons que ce n'est pas leur moyen d'expression principal. Vous voyez ? Et tout là, il y a moyen de s'exprimer. Et je veux dire, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas du tout frustré de ça. Quoi. Je trouve qu'on a vraiment, à chaque fois qu'on s'implique dans un film, on a vraiment une possibilité de s'exprimer, d'avoir un... je sais pas comment dire, enfin, de s'exprimer artistiquement, disons. Voilà. Même si, évidemment, tout ça est au service du réalisateur et accompagne le réalisateur. Mais effectivement, c'est un petit peu comme ça, c'est peut-être un peu abstrait, mais non, mais je trouve qu'il y a vraiment une façon de s'exprimer. Et puis, le réalisateur, des fois, il demande... Après, encore une fois, tout dépend. Il y a des réalisateurs qui, tout d'un coup, veulent un effet précis, là, ils pourraient presque placer le projecteur eux-mêmes, mais c'est assez rare. Et souvent, c'est plus l'idée de... là, je voudrais quelque chose d'un peu chaleureux, ou un peu, je sais pas quoi, ou un peu, au contraire, un peu agressif, ou un peu vif, ou un peu... Enfin bref, on regarde beaucoup des photos, tout ça, on se met d'accord sur des choses, mais après, c'est à nous de faire ça, donc on s'exprime complètement par rapport à ça. Et là, c'est vraiment des choses de goût, des choses de... Vous voyez, même par rapport au cadre. Après, ça dépend aussi, il y a des réalisateurs qui sont très précis au cadre, d'autres au contraire moins, il y a des choses qui se font... Mais on travaille toujours avec l'idée de ce que le réalisateur a en tête. Ouais. Je vais enchaîner sur une dernière question qui est sur mes goûts. Je suis très friand, moi, du cinéma d'horreur, pas du cinéma d'horreur, jumpscare, c'est américain, Blumhouse, etc., mais très friand du cinéma d'horreur un peu indépendant, que ce soit l'horreur paranormale, l'histoire vraie, ou même des fois l'horreur comme Gaspard Noé peut l'exprimer. Et c'est plus dans un sentiment, est-ce que vous, c'est des films qui vous attirent? Est-ce que c'est des films en tant que professionnellement ou même en tant que spectateur? Et qu'est-ce que vous pourrez peut-être vous faire ou apporter si vous étiez dans un projet comme ça?
Qu'est-ce qui, pour vous, est Moi, encore une fois, j'ai l'impression que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des films de genre, mais les films de genre sont aussi très dépendants des réalisateurs, de la façon dont ils ont fait. Donc on peut faire un film d'horreur de plein de façons différentes, avec plein de l'aborder de plein de façons différentes. Donc je ne l'aborderai pas d'une façon précise, parce que c'est un film d'horreur, tac, on va faire une image comme ça. Je trouve ça intéressant justement de faire des films d'horreur avec des films comme ça, avec justement des esthétiques très différentes. Voilà, justement, quand on voit les films de Kurosawa, qu'il faut quand on voit tout ce que vous avez cité, ces films sont très différents esthétiquement, quoi, et qui justement peuvent faire peur, voilà. Donc après, moi j'aime bien ça. Après, je suis très, moi ça me fait très peur. Les films d'horreur me font très peur, donc je les regarde avec parcimonie parce que je suis très réceptif à ça. Mais je trouve ça hyper bien. Dernièrement, j'ai vu Us. Oui. Beau et esthétiquement, moi je suis resté, j'étais plus tenté vers Get Out par exemple. Ah oui, Get Out m'a plus touché qu'un Us qui était un peu plus trop complexe, très David Lynch on va dire sur. J'ai bien aimé, je trouve ça très bien. Moi récemment par exemple j'ai vu Fury de Olivier Abou. Ah oui, ça va être très bien. Et c'est ce film-là qui m'a un peu donné la question parce que j'avais en tête juste pendant l'interview. J'ai encore en tête, c'est très frais. Mais c'est vrai que c'est un film d'horreur très particulier dans le sens où l'horreur est là pendant tout le film, mais elle intervient surtout dans les 20 dernières minutes. Je vous le conseille, c'est très bien. Mais voilà, c'est plus pareil, ce genre de projet de cinéma de genre français qui redevient en plus légitime au cinéma, depuis Grave de Julia Ducournau d'ailleurs, qui est génial. Mais ça, c'est très beau aussi. Non, je suis d'accord, il y a vraiment quelque chose. Je n'ai pas grand chose d'intelligent à dire là-dessus, mais je trouve ça très formidable. Et d'ailleurs, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination au César également. J'avais pas de questions par rapport à ça, à part dire que vous avez été nommé au César, est-ce que vous êtes content? Mais j'étais content, c'était marrant. C'est comme ça en plus d'ailleurs que j'ai vu votre premier film de la filmographie, La Douleur, parce que quand c'est les Césars ou les Oscars, je rattrape tous les films pour faire mon propre jugement à côté. Donc, et La Douleur que j'ai vu et qui était vraiment un bon film. Donc, bon, bien sûr, ça fait très plaisir. Après, c'est un jeu qui est un peu, tous ces jeux de compétition et tout ça, c'est étrange parce que forcément, c'est comme à l'école, quoi. On retourne à l'école. C'est un peu étrange, mais forcément, ça fait plaisir. Il faut réussir à n'en avoir que du plaisir. Oui. Après, moi, je trouve que c'est juste un principe. Mais c'est ce genre de cérémonie qui permet à des gens de découvrir des films, justement. C'est plus pour ça que j'aurais les Césars, les Oscars, que pour le « Ah, ma machin a gagné ». Et même, ça donne de la notoriété des fois à des petits réalisateurs, surtout les Césars. Donc, non, c'est un bon argument. Tout à fait. Mais est-ce que ça vous a ouvert des portes? Voilà une petite question. Est-ce que cette nomination vous a donné plus de... Certainement, ça part. C'est-à-dire, le cinéma, justement, c'est un truc de réseau, de réputation, voilà, parce que j'ai fait ce film-là, parce que j'ai parce que je connais le truc, tout ça. Donc, ça fait partie de l'ensemble, quoi. Voilà. Après, directement, non, personne m'a appelé parce que. Voilà. Mais évidemment, ça participe. Oui, ça participe aux choses. C'est super. Allez, dernière. J'ai encore la liste des classes en tête. Et Edouard Baird est connu pour son improvisation. Est-ce que vous, en tant que chef opérateur derrière la caméra, des fois quand il y a improvisé, est-ce que vous avez eu des... Oui, vous rigolez bien. Non, c'est vrai parce que moi là, et la Becti aussi, tous les deux ils sont extraordinaires. Et Ramsey en plus, tous les trois, c'est plus d'autres comédiens. Enfin moi, c'était énorme. Après, c'était pas que de l'improvisation, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup qui étaient très écrits. Mais il y a des petits moments d'improvisation, des petits moments tout ça. C'est vraiment. On le sent de toute façon quand Edouard Baird improvise. Oui, on rigole derrière la caméra, absolument. Il y a des moments. Il y a un moment dans le film où je suis pas sorti du film, mais en fait on voyait qu'Edouard Baird improvisait, que la réplique qu'il disait était magnifique et qu'il y avait Becti qui a fait un petit geste avec sa tête en mode. Il a vraiment dit ça et c'est une milliseconde et quand je l'ai regardé, j'ai dit mais c'est magnifique. Elle est très très forte aussi parce que justement elle a réussi à intégrer les choses, à garder le personnage, à être dans le truc et tout ça, c'est très fort. Oui, non, mais voilà, tout ça, ça fait partie du plaisir du tournage, je veux dire, parce que ça, il y a plein de prises, il y a plein de trucs, donc c'est des moments très drôles, mais évidemment aussi des moments qui sont très émouvants, et ça fait partie aussi du plaisir, je veux dire, par des grosses émotions.
ça, d'émotions collectives dans le tournage qui est évidemment très fort. Bah, écoutez, merci Super, beaucoup très bien. pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir. Et Parfait, très bien. Merci à vous.